Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'avoir bravé les incertitudes du moment et de nous retrouver aussi nombreux et aussi divers. Ces rencontres s'inscrivent dans le mois de l'économie sociale et solidaire, mois de novembre. Elles devaient clore une semaine d'animation avec des temps forts dans les accorderies sur le début de semaine, puis sur les territoires et au niveau national. Il est clair que construire ce projet dans le contexte actuel était un pari ambitieux, audacieux. Nous avons maintenu le projet en l'adaptant à la situation. Donc, les accorderies ont fait pas mal de choses en début de semaine en termes de communication. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui. Nous ouvrons nos rencontres nationales après un jour et demi de travail dans les territoires nord-est, grand ouest, sud-est, mercredi et jeudi, autour d'ateliers d'échange d'expériences et de pratiques avec les accordeurs. Les échos que nous en avons, c'est que nous étions nombreux et que les échanges étaient riches. Des petits pas, comme nous disons, sont suggérés et donneront une suite à ces journées, à cette semaine. Dans un instant, nous allons prendre le temps de nous regarder pour mieux nous projeter, mieux comprendre qui nous sommes, nos ressorts, le sens de notre mouvement, avec une présentation du rapport d'évaluation de l'impact de l'action des accorderies. Mais avant, je voulais excuser notre présidente, Pascale Caron, qui aujourd'hui joue le rôle d'aidante. Son conjoint, Joël Lebossé, est en souffrant et à cette heure, il doit être en train de passer des examens complémentaires. Joël devait également animer la séquence qui vient. Ça sera Philippe qui assurera le relais. En effet, notre réseau fonctionne de plus en plus en gouvernance partagée, ce qui permet des relèves au pied levé. Bon courage à eux deux, à Joël et à Pascal, et nos pensées, bien sûr, de bon et de prompt rétablissement à Joël. J'ai parlé de diversité. En effet, c'est la première fois que nous allons avoir une séquence commune aux accordeurs issus des 37 accorderies de France et à nos partenaires et amis. Nous sommes aujourd'hui autour des écrans. Nous avions 180 inscrits, pour l'instant nous sommes 140, une grosse centaine issus des accorderies et le reste issus de partenaires, et notamment des partenaires de notre quotidien. Je pense aux centres sociaux, aux associations locales, au CCAS, à des mairies, des délégations du Secours catholique, à la NCT, aux caisses d'allocation familiale, et excusez pour ceux que j'oublie. Il est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité et d'envie à découvrir les principaux enseignements de cette évaluation de l'impact des accorderies dans les territoires à la veille de nos 10 ans d'existence en France que nous fêterons l'année prochaine. Je salue nos amis québécois qui sont les fondateurs du concept et de la première accorderie dès 2002 et qui sont parmi nous derrière un écran. Je ne sais pas trop où, mais ils sont là. Je remercie également les partenaires sans qui l'aventure n'aurait pas pu voir le jour en France, et tout particulièrement la Fondation Massif et le Secours catholique, qui sont tous deux des membres fondateurs, avec la Caisse des dépôts et de consignation. Avec la Fondation La France s'engage, ils ont rendu possible cette évaluation et je remercie également cette fondation. Merci également au collectif de chercheurs universitaires qui a mené ce travail que nous allons voir, entendre, et aux accordeurs qui ont fourni le matériau de base. C'est la première fois qu'un tel travail est mené en France. Il donne à voir qui nous sommes et surtout à quoi nous sommes utiles. Philippe Lefilleul pour le réseau et Pierre Savignat pour les chercheurs assureront la restitution. Cette séquence va en introduire deux autres par la suite, ouvertes aux accordeurs après cette présentation, puis demain, au cours desquelles nous travaillerons à l'appropriation de cette étude et aux suites à y donner, à voir comment chaque accorderie s'y retrouve et comment être toujours plus ce que l'on dit et dire haut et fort ce que nous sommes.
Bien, merci à toute l'équipe d'animation pour cet énorme boulot de préparation et de nous accompagner tout au long de cet après-midi et d'avance pour demain matin. Bonjour à toutes et à tous, membres d'accorderie, accordeurs, accordeuses ou pas. Vous êtes tous les bienvenus donc à ce temps d'échange autour de la présentation des résultats de l'étude d'évaluation. Je voulais commencer juste ce petit mot en reprenant certains des termes et des mots qui sont apparus dans les nuages juste à l'instant là, et qui, à mon avis, sont un écho et un reflet parfait de ce qu'on va tenter de vous présenter avec Pierre dans les minutes qui suivent. J'ai vu en particulier partage, solidarité, convivialité, rencontre, soutien, et il y en aurait beaucoup d'autres qui pourraient tout à fait coller à ce que l'étude nous a démontré, comme on va vous le présenter. Suite à un premier développement au Québec, une étude d'évaluation, premier développement des premières accorderies, donc c'était 2002, une étude d'évaluation avait déjà été menée par deux chercheurs, Annie Bilodeau et Yann Lebossé, le frère de Joël, de l'Université Laval à Québec entre 2007 et 2009. Cette étude elle avait pour objectif de mieux comprendre le rôle d'une accorderie sur le développement du pouvoir d'agir des personnes, mais aussi des collectifs et des communautés. En 2015, cette première étude elle a été complétée par une seconde, toujours au Québec, menée plus spécialement, elle, sur les impacts de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui sont un des objectifs premiers et de raison d'être des accorderies. En France, depuis l'implantation des accorderies en 2011, sous l'égide des fondateurs que sont la Fondation Massif et le Secours catholique, aucune évaluation permettant d'apprécier les effets, mais aussi la déclinaison à la française de ce formidable outil et de ces organisations et de leur fonctionnement n'avait été faite. Il était donc temps de prendre la mesure de ce que les accorderies créent ces dernières années en France et avaient pu produire. Un besoin qui nous a paru d'autant plus nécessaire dans cette période compliquée où notre mouvement se questionne et imagine par ailleurs son avenir, sa future gouvernance en termes de structuration, mais aussi d'enjeux de reconnaissance du modèle qu'il propose. Ainsi, en presque 10 ans, nous sommes passés de 1 à 37 accorderies aujourd'hui et on devrait en accueillir une ou deux de plus dans les mois qui viennent, si le Covid nous en laisse l'occasion, représentant dans l'ensemble plus de 19 000 accordeurs et autant d'aventures humaines. Il était donc plus que temps, à la fois pour nous et pour nos partenaires, de mieux se pencher sur ce que tout cela produisait, de vérifier si nous faisions vraiment ce que nous souhaitions et prétendions. Et comme le dirait Joël Lebossé, qui a été un des piliers de ce travail, qu'est-ce que ça mange en hiver une accorderie ? Donc, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, en favorisant la mixité et le lien social, l'accompagnement des accordeurs et des accordeuses vers le développement du pouvoir d'agir, sont entre autres deux des principaux objectifs et raisons d'être des accorderies. C'est pourquoi dès 2008, nous avons travaillé à la mise en œuvre de cette évaluation avec une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs chercheurs, dont on vous citera les noms tout à l'heure ou que vous pourrez retrouver dans les documents qui seront mis à votre disposition, et issus à la fois du monde de la recherche, donc, mais aussi des accorderies elles-mêmes. En fait, il s'agissait d'une étude à l'image de la façon de fonctionner des accorderies afin d'inventer une façon de nous évaluer qui nous correspond bien et qui place au cœur de sa démarche l'expertise des premières personnes concernées qui sont les accordeurs et les accordeuses. C'est donc ce travail mené sur plus de 2 ans que je vous invite maintenant à découvrir avec une des personnes qui s'est particulièrement impliquée dans cette initiative tout au long de ces 2 années, Pierre Savignac, qui est enseignant-chercheur, membre de la Société française de l'évaluation. Et donc, c'est à Pierre que je passe maintenant la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Philippe. À nouveau, donc bonjour à tout le monde. Avant de commencer, j'ai juste un aveu à vous faire, c'est que lorsque Joël Lebossé m'a contacté pour participer à ce travail, je ne savais pas que les accorderies existaient. Donc, j'ai fait un travail de littérature, mais c'est surtout le contact pendant plusieurs mois avec beaucoup d'accordeurs et d'accordeurs qui m'a permis de rentrer dans le vif du sujet. Et je les remercie vivement pour leur rapport et l'enrichissement que j'ai trouvé auprès d'eux. Nous avons engagé une démarche participative et comme l'a dit d'ailleurs à juste titre Philippe, en prenant les accordeurs
non pas comme des personnes à consulter, mais comme des experts de leur sujet. Et de ce point de vue-là, le rôle des chercheurs a été plutôt un rôle d'appui, d'apport de méthodes, de contribuer à la mise en œuvre, mais tout le matériau que nous avons utilisé provient du travail, des réflexions, des remarques de l'ensemble des accordeurs. Et le comité de pilotage qui réunissait les chercheurs et les représentants de chacune des accorderies volontaires a joué un rôle tout à fait important dans ce travail. Si on peut faire un petit retour sur la diapo précédente, en fait, ça a été le premier débat et ça montre l'importance du comité de pilotage. Une question qui n'était pas posée est venue sur la table, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir que réalisaient les accorderies, quels étaient les effets de leur mission, la première question qui est venue, c'est la question de l'identité des accorderies. Et là, on peut revenir sur les diapos suivantes. La 3, donc ça c'était des données chiffrées, la 4 s'il vous plaît. C'est que très vite, il y a eu l'idée de dire, et c'est des accordeurs qui ont porté cela, que les accorderies n'étaient ni des centres sociaux, avec tout le respect que nous avons bien entendu pour le travail des centres sociaux, et que les accordeurs n'étaient pas des bénévoles. Et cette question nous a conduit à regarder d'un peu plus près le modèle économique des accorderies. Et en fait, on a pu le qualifier comme un échange de services, dans un premier temps, comme un échange de services sur la base d'une monnaie-temps non convertible, donc on est dans le non marchand, mais aussi de services qui ne sont pas gratuits, puisqu'ils sont rémunérés en monnaie-temps, et donc ça ne peut pas faire référence au bénévolat. Et nous avons beaucoup travaillé sur la notion de service par et pour, et cela nous a conduit à définir les accorderies par la notion d'association de coopérateurs ou association coopérative ou coopérative associative, peu importe le terme que vous choisirez, mais en insistant sur la dimension de coopérateur. Et ceci permettait peut-être d'aider dans le discours qu'on peut avoir, notamment auprès de partenaires, des élus, parce que c'était difficile de définir les accordeurs en disant que les accordeurs, ce sont les membres des accorderies, ce qui est une définition un peu tautologique. Et le fait d'introduire la notion de coopération permet d'aborder de façon plus palpable, à notre sens, la réalité des accorderies. On peut passer à la suivante. Il y a eu un deuxième débat ensuite qui a été porté, qui n'était pas prévu au départ par le comité de pilotage et par les accordeurs, autour de la notion de combattre la pauvreté. Et cette question a été posée pour savoir, pour dire en tous les cas que les accorderies n'étaient pas a priori définissables par une structure de lutte d'action contre la pauvreté et les précarités, et en s'appuyant sur le fait qu'il n'y avait pas de distinction selon la situation socio-économique dans l'ouverture de l'accorderie, qu'il y avait ce principe de mixité sociale qui était à la fois un principe et une réalité, on l'a montré au travers d'un ensemble de données quantitatives, mais surtout, et c'est ça le point à souligner, il n'y a pas de séparation étanche dans les accorderies entre celles et ceux qui fournissent des services et celles et ceux qui en bénéficient, ce qui est le cas dans une structure d'aide à telle ou telle population, à tel ou tel public. Là, on est tour à tour, potentiellement, chacun à son rythme, mais on est tour à tour fournisseur de services et bénéficiaire de services. Et cela montre la pertinence de la notion de logique coopérative, parce qu'elle nous a permis de montrer dans l'étude que, d'une part, l'échange, au-delà du service lui-même, avait du contenu en termes de lien social, justement par l'interaction des rôles sociaux que la mixité sociale permet, et deuxièmement, parce que l'échange renforçait le pouvoir d'agir, à la fois parce que l'accorderie est un cadre qui permet de mettre en valeur des compétences, et certaines personnes dans les entretiens vous disaient que vous voyez, ils ne savaient pas qu'ils pourraient apporter des choses à d'autres, et ils ont pris confiance en eux, et d'autre part, ça permet également d'acquérir de nouvelles compétences. Donc,
En ce sens, l'idée de combattre la pauvreté et la précarité a plutôt été traduite, on peut passer d'ailleurs à la diapositive suivante, a été traduite par le fait que l'action de l'accorderie, ou les actions des accorderies, a fait en fait des effets positifs sur la situation de pauvreté et de précarité. Et élément important, c'était des effets positifs au-delà du seul côté monétaire des situations de pauvreté et de précarité, et notamment en matière d'isolement. Il y a eu des choses intéressantes dans les verbatims, des personnes disant qui n'avaient pas envie de dire qu'elles touchaient le revenu de solidarité active, et à qui d'ailleurs on ne le demandait pas, et qui se sont sentis, de ce point de vue-là, se sont sentis beaucoup plus à l'aise dans les accorderies et dans le cadre collectif. On a regardé plus précisément ensuite comment les échanges se faisaient. Bon, vous avez un certain nombre de données dans les tableaux quantitatifs qu'on a fait, mais pour aller à l'essentiel, on a repéré que les échanges, le fait d'échanger n'allait pas toujours de soi. C'est pas exactement la même chose de dire je donne et de dire je reçois. Alors, le fait de recevoir et le fait d'avoir des réticences à recevoir, par exemple, une dame nous disait moi j'ai des réticences à demander des services sur des choses que j'aime pas faire, comme le ménage, par exemple. Ces préventions au fait de recevoir étaient quand même compensées par la non-gratuité. C'est-à-dire, ce n'est pas un acte gratuit. D'une certaine façon, si je reçois, je paye, entre guillemets, avec cette monnaie-ton. On a aussi vu des réticences sur le fait d'ouvrir son domicile, de s'ouvrir, et la notion de confiance. Alors, elle n'est pas ressortie dans les verbatims, mais la question de la confiance et comment se gagner la confiance entre accordeurs a été quelque chose de tout à fait souligné dans les travaux que nous avons pu mener. Je voudrais faire un éclairage sur une question qui est significative, même si elle est assez minoritaire, c'est les personnes d'origine étrangère, peu présentes dans le panel, mais ce qu'on a pu regarder, c'est qu'il y avait, les accorderies étaient des facilitatrices d'intégration. Et cette intégration, contrairement au modèle classique d'intégration, où en gros on dit que c'est à la personne d'origine étrangère de faire le pas vers la société française, elle était elle aussi interactive, puisque d'une part, bien entendu, il y avait des éléments d'apprentissage du vivre en France, mais il y avait également un apport de culture, de savoir-faire, et pas seulement d'ailleurs sur les spécialités culinaires. Et cette action réciproque dans le processus d'intégration me paraît intéressant et sans doute pourrait servir aussi utilement d'outillage dans des perspectives plus larges d'intégration de personnes d'origine étrangère. En tout cas, il y a quelque chose de très fort et qui renvoie aussi à cette notion profonde de coopération. Deux remarques sur cette dimension-là qu'on a repérées. D'une part, c'est qu'on a pu constater qu'il y avait, en dehors des relations formelles, celles qui étaient comptabilisées en créditant, crédit, débit, il y avait aussi de nombreuses relations informelles. Alors, on l'a eu dans les discussions, dans les échanges individuels. C'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de quantifier le phénomène, mais c'est revenu quand même suffisamment fréquemment pour qu'on puisse dire que c'est significatif et que c'est une réalité d'ailleurs positive. C'est-à-dire que c'est à mettre au crédit des accorderies de produire ce lien social, de le diffuser au-delà même de ce qui fait le fondement, le fonctionnement ordinaire de l'accorderie. La deuxième chose qu'on a approché mais qu'on n'a pas pu non plus vraiment étudier à fond, c'est les motifs de départ, c'est-à-dire les personnes qui s'éloignaient des accorderies. Avec le peu d'éléments que nous avons recueillis, nous avons fait l'hypothèse que c'était essentiellement des motifs personnels qui pesaient qui jouaient pour motiver le fait de s'éloigner ou de quitter l'accorderie, plus que des critiques sur le fonctionnement, l'existence des accorderies, leurs projets, etc. Mais c'est une hypothèse qui est fragile.
parce que on n'a pas pu avoir un panel suffisant pour pouvoir l'étayer de façon plus significative. Ces effets quotidiens, donc on les a vus, les verbatims là, sont tout à fait significatifs dans le dessin qui est projeté sur la diapo. On retrouve la compétence et la confiance ou autre, et puis le fait qu'on a des effets réels sur les situations de pauvreté qui résultent des logiques d'action. Là aussi, d'ailleurs, il y aurait des choses, si on se déporte un peu du seul modèle des accorderies, il y aurait des leçons à tirer pour d'autres politiques sociales qui visent à agir sur les situations de précarité et de pauvreté, mais je referme là la parenthèse. Si on voit la diapositive suivante, la question de la gouvernance donc, a été bien travaillée aussi dans le cadre de cette étude. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on était au moment d'un processus qui est loin d'être inachevé, bien sûr, mais où les accorderies passaient d'un fonctionnement vertical, qui est le modèle associatif classique, à un modèle horizontal, ou du moins fortement horizontal, qui est plutôt le modèle coopératif. Alors, c'est un processus qui est en cours, c'est un processus qui est en devenir, mais on a pu constater quand même quelques dynamiques de terrain qui marquaient une réelle volonté d'innovation, d'évolution et donc une diversification des modes, à la fois de délibération, au travers de commissions, de groupes de travail, etc., de choses assez fluides, et de diversifier également les modes de décision sur un principe de subsidiarité. Par exemple, sur certaines des accorderies, des commissions, des groupes de travail pouvaient décider dans leur domaine de compétences voilà, en fonction de choix qui étaient faits, parce que la matière était partielle et n'impliquait pas forcément, ne nécessitait pas forcément, pardon, d'appliquer d'autres niveaux de décision. Et de fait, on a une forme de circularité, là aussi d'ailleurs qui est un modèle tout à fait intéressant et qui serait également, au moins pour partie, exportable, qui maintient quand même à minima une verticalité, ne serait-ce que dans la représentation, puis de façon juridique, parce qu'aujourd'hui, à part le système de la loi de 1901 sur les associations, il n'y a pas de cadre juridique qui pourrait être le support des accorderies, qui ne peuvent pas rentrer dans le moule des coopératives telles qu'elles sont établies aujourd'hui. Donc, il faut conserver un minimum de verticalité, de représentation et de responsabilité par rapport à l'extérieur, responsabilité de la personne morale, mais avec une forte dose et une dose croissante d'horizontalité qui tend à devenir dominant, ou en tous les cas qui est en projet avancé dans les accorderies avec lesquelles nous avons pu travailler. La gouvernance, c'est aussi le salarié, alors accompagner les accordeurs. Il y a d'autres images qui sont venues, par exemple la salariée Shiva avec beaucoup de bras, etc. Et puis une formule que nous avons retenue, qui était de dire la salariée, je dis là parce qu'on a eu que les salariés de jeunes femmes, savoir tout faire et ne pas tout faire. C'est un peu le cadre dans lequel se situe son travail, avec un peu une forme de paradoxe, si je puis dire, c'est-à-dire que de volontairement le salariat à une place réduite, et c'est un choix qui est tout à fait cohérent avec le fonctionnement et les principes et l'éthique des accorderies, mais également un rôle pivot, à la fois en matière de gestion, à la fois en termes de support à la vie coopérative, et à la fois en termes de lien avec l'environnement, et donc une fonction qui est aussi produit du lien social, et donc un rôle central, mais un rôle qui est à sa place et qui, dans ce que l'on a vu en tous les cas, ne prend pas le pas sur l'implication et le rôle des différents des accordeurs, j'allais dire des coopérateurs. Enfin, je me permets, il vous reste 5 minutes. Eh bien, ça tombe bien parce que j'allais conclure. Votre présentation, merci à vous. J'allais conclure, donc on est synchrone. Super. Alors, la question
de l'environnement du territoire est venu assez tardivement dans le travail, presque vers la fin. A priori, les associations sont bien perçues dans leur environnement. Il y a une volonté de s'impliquer fortement. Il y a une politique active de partenariat. Et on peut dire à partir du travail que les accorderies sont à la fois des acteurs sociaux, au sens d'effets sur la société, et à la fois des acteurs économiques, donc au travers d'un modèle économique original, comme je l'ai dit précédemment, mais qui est producteur de richesse. Et on peut, enfin, là on rentrerait dans des choses techniques qui nous amèneraient loin, mais on commence aujourd'hui au niveau des économistes à travailler justement sur la mesure de la richesse non monétarisable ou non monétaire. On a, dans cet environnement, on a balayé l'idée de concurrence qui a été posée et qui se pose, et notamment certains interlocuteurs peuvent les poser. Il n'y a pas de situation de concurrence avérée, et il y a trois raisons pour ça. D'une part, la nature des services, qui sont essentiellement des services qu'on pourrait qualifier plutôt de domestiques. Deuxièmement, le contenu en lien social que l'on ne retrouve pas dans un rapport marchand, et entre autres la lutte contre l'isolement. Et là aussi, on pourrait quantifier les économies pour la société du fait d'agir contre l'isolement, parce que l'isolement génère des coûts tout à fait importants. Et enfin, parce que ce service est par et pour les coopérateurs, les accordeurs. On n'a pas pu, par faute de temps, de moyens, faire des entretiens avec les partenaires. Il faudra sans doute le faire dans une prochaine évaluation. C'est un travail qu'on n'a pas pu, et qu'on n'a pas fait. Voilà, tout ça pour dire que je pense que les accorderies est un modèle de travail sur les politiques de tout secteur. Les accorderies qui font partie de cet ensemble protéiforme de l'économie sociale et solidaire, je pense, ont vraiment un rôle à jouer, et j'espère qu'elles continueront à diffuser leurs pratiques et à se diffuser et à créer d'autres accorderies. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, oui, Pierre, pour cette présentation, en tout cas cet exercice toujours délicat qui consiste à présenter en quelques minutes un travail de fond de plusieurs mois. Et celles-ci nous permettent désormais donc de mesurer combien les effets de l'action des accorderies sont bien réels, de même que leur engagement au quotidien sur leur territoire. Comme tu l'as dit, la question des territoires est essentielle, méritera sans doute d'être creusée dans les années qui viennent. J'insisterai entre autres sur le développement également du pouvoir d'agir des personnes qui permet peu à peu la résilience de nos communautés, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale actuelle. Je crois que là, on va avoir pas mal de choses à éclairer et à creuser dans les mois qui viennent là aussi. Vous l'imaginez bien, on aurait souhaité évidemment pouvoir élargir cette prise de parole aux nombreux accordeurs et accordeuses, d'une part ceux qui y ont participé, mais aussi beaucoup d'autres, afin qu'ils puissent aussi présenter cette étude. Malheureusement, évidemment, les contraintes techniques ne nous le permettent pas aujourd'hui, mais c'est un travail qui va rester à faire, et je pense que de toute façon, c'est un document et une étude qui va vivre dans la durée dans notre réseau et qui va être reprise encore plusieurs fois dans les mois à venir. Enfin, je terminerai en remerciant vraiment très chaleureusement l'ensemble des personnes sans qui ce travail de fond conséquent et de longue haleine n'aurait pas été possible. À commencer par les 6 accorderies de la région Auvergne-Rhône-Alpes, leurs équipes, les accordeurs et accordeuses qui ont joué le jeu de participation à cette évaluation à titre individuel pour certains, dans le cadre de focus group également qui ont été organisés. Franchement, un gros merci à elles. Remercier également le collectif de chercheurs qui s'est mobilisé à nos côtés et a su s'adapter à nos façons de faire, ce qui n'était sans doute pas une mince affaire, on veut bien le reconnaître. À nos partenaires qui ont permis aussi de prendre un temps précieux, le Secours catholique, la Fondation Massif et la Fondation de la France s'engage. Et enfin, un remerciement tout particulier et chaleureux aujourd'hui à nouveau à Joël Lebossé, qui est administrateur pilote de cette étude et qui, comme l'a dit Joël tout à l'heure, est absent pour des questions de santé, voilà, mais qui a donné énormément de son temps et de sa connaissance fine des accorderies pour faire que ce projet qu'on avait tous en tête depuis un long moment devienne une réalité.
Est-ce que vous avez constaté des difficultés à toucher certains publics particulièrement précaires ou isolés? Qui de vous trois répond? C'est parti. Pierre? Oui. Alors, si c'est dans le cadre de l'étude, alors les entretiens individuels et les travails d'entretien collectif ont été faits sur la base du volontariat. Et on n'a pas été ensuite, dans la mesure où d'ailleurs les accorderies n'ont pas forcément la situation sociale, économique des gens, c'est très subjectif. Donc c'est difficile de répondre à cette question. La seule chose que je peux dire, c'est que quand même, quand on a repris l'ensemble des entretiens individuels, on avait quand même un large panel de situations, et y compris des situations très très précaires, très difficiles, et de l'autre côté du spectre, des situations plutôt confortables. Donc, je pense que c'était peut-être pas représentatif, mais en tous les cas, l'échantillon était suffisamment significatif pour en tirer des leçons, et on a eu vraiment un échantillon qui reflétait le brassage et la mixité sociale. Ok. Pierre, je vous laisse la parole. Il y avait une question sur est-ce qu'on pourrait avoir quelques illustrations, si je comprends bien, sur les effets réels d'une accorderie sur les situations de précarité. Vous avez parlé de gains. Oui, alors il faudra, quand l'étude va être mise en ligne par le réseau, vous verrez, on a fait des illustrations, on a ressorti un certain nombre de paroles d'accordeurs, donc c'est assez lisible et assez facile d'accès. On a eu des situations, oui, sur l'isolement, le fait de ne plus être isolé, le fait d'avoir accès à des services qu'on ne pouvait pas forcément se payer. Je pense à des choses comme la coiffure, etc. Les apprentissages sur la cuisine, où des personnes qui manquaient de confiance en soi, mais elle s'est aperçue qu'elle avait des choses à apporter aux autres, donc prise de confiance. Donc on a toute une série de signaux qui sont apparus dans les ans. On a appris aussi non seulement des bonnes recettes, mais tout simplement à se nourrir. Le fait de se rendre compte qu'une personne entretien individuel qui montre qu'il y a des effets. Là aussi, on ne peut pas parler de représentativité au sens scientifique du terme, mais l'échantillon là aussi est suffisamment significatif pour qu'on puisse répondre positivement et illustrer cette réponse positive. Donc vous trouverez dans une partie du dossier de rendu, parce que le dossier total doit pas être loin d'une centaine de pages de mémoire, vous trouverez ce qu'on appelle les verbatims. Donc en fait, c'est la parole des personnes. D'accord. Pierre, à nouveau la parole pour vous, parce que vous n'êtes pas directement concerné, vous n'êtes pas au réseau Accorderie France, puis après, Zoé et Philippe, vous pourrez aussi y aller, c'est sur la question du financement d'une accorderie. En fait, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Donc, je redis, la première qui devient vraiment plébiscitée, c'est pourquoi le financement d'une accorderie, avec un budget au final peu important et si compliqué à équilibrer, difficile de mobiliser des financements pérennes. Et juste en dessous, il y a budget compliqué, équilibré, besoin de financement complémentaire, risque de compétition avec les partenaires qui sont sur les mêmes ressources limitées. Et vous êtes 38 au total, même si vous avez peut-être voté 2 fois, mais il y a une vraie question autour de ça. Pierre, allez-y. Oui, mais je pense que là, alors d'une part, ce qu'il faut dire en préalable, c'est que l'accorderie coûte pas cher et qu'elle produit beaucoup. Vous pouvez le redire? Je dis, l'accorderie coûte pas cher et produit beaucoup. Donc même pour un économiste, vraiment économiste dur, ça doit parler, ça s'appelle la productivité. Donc ça doit déjà parler, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a un problème peut-être de visibilité du travail qui est fait. C'est pour ça que nous on a insisté sur cette notion de coopérative, coopération, production de liens sociaux. Voilà, il faut montrer ce travail-là, et le travail d'évaluation a quand même permis aussi à chacune des accorderies qui ont participé à cette étude, enfin qui ont plus que participé parce qu'elles ont contribué et elles ont fait l'étude au même titre que nous. Et il y a du matériau maintenant justement pour illustrer auprès des décideurs ce que font les accorderies et l'impact que ça peut avoir sur un territoire. Et j'ai cru comprendre que la crise sanitaire avait sans doute renforcé ces dimensions-là
et je pense qu'il faut valoriser ça. Après, le dernier point sur la concurrence, oui, ça, je ne sais pas quoi vous dire. Ça. Après, parce que les financeurs, municipalités, conseils départementaux, mutuelles ou autres, ils font leur choix. Mais je crois quand même que la modestie des subventions demandées est un élément qui doit être facilitateur. Comment vous réagissez, Zoé et Philippe, à ça? À ce que vient de dire Pierre, pour le coup? Moi, j'aurais bien ajouté quelques mots à ce qu'a dit Pierre, en particulier dans le cadre de la première question qui concernait, qui tournait autour de est-ce que les accorderies finalement touchent bien les plus précaires, pour rappeler que dans les données qui nous sont révélées par l'étude, 54% des accordeurs interrogés sont des personnes isolées. Et donc, comme le disait Pierre tout à l'heure, la pauvreté et la précarité n'est pas que monétaire. Voilà. Et donc, la question de l'isolement, elle est centrale, à la fois dans les réalités de vie de chacun, mais aussi dans ce que, du coup, soulèvent les accorderies. Il y a un autre point je trouve intéressant dans l'étude également, c'est que ça permet de rendre les accorderies, cette étude démontre que les accorderies sont en capacité de rendre visibles les invisibles. C'est-à-dire qu'à partir de la démarche de permettre à des personnes de développer leur pouvoir d'agir, on permet aussi à des personnes qui étaient absolument pas dans le paysage, entre guillemets, en tout cas dans le paysage tel que nous, personnes dites incluses, on l'imagine, tout d'un coup de révéler non seulement leur talent, mais aussi leur capacité de production en termes de services, d'action, d'engagement, de mobilisation. Et ça me paraît important aussi comme étant une bonne illustration de la lutte contre la précarité, qui, une fois de plus, ne peut pas se résumer simplement à la question financière. Et enfin, troisième et dernier point de ce que révèle l'étude à ce sujet, il y a des données qui nous permettent de montrer que, grosso modo, la situation professionnelle des accordeurs, elle se répartit en 3 grandes familles, c'est quasiment 3 tiers. Il y a 30% de retraités, 32% de salariés et 28% de sans-emploi. Donc, sans faire de projection trop hasardeuse, on peut quand même imaginer que parmi les retraités et les sans-emploi, sans parler qu'il y a également 14% de autres où on ne sait pas trop ce que ça veut dire derrière, ça peut être aussi des personnes sans ressources ou des personnes étrangères aujourd'hui sans accès aux droits. Voilà, donc dans ces populations-là, il y a bien évidemment des personnes qui sont très certainement aujourd'hui en situation de précarité toute particulière. Merci. Si je peux rajouter un petit point juste, parce que vas-y Pierre, c'est l'intervention de Philippe qui m'y fait penser et qui reboucle avec le financement. Je pense qu'un des arguments forts par rapport notamment à une mairie, c'est la contribution des accorderies à la lutte contre l'isolement. Parce que les mairies sont sollicitées, en plus les différents plans, alors c'est la canicule, c'est le plan hiver, maintenant il y a le plan Covid, enfin bon, il y en a un paquet, comme ça, de plans qui s'imposent aux mairies, mais qui ont tout en commun de mettre en évidence la lutte contre l'isolement. Et je pense que là, c'est un point très très fort du modèle des accorderies, parce qu'il dépasse simplement le simple caractère monétaire, comme l'a aussi rappelé Philippe. Je veux dire, avoir le RSA, ça permet de survivre, ça ne crée pas du lien social. Ok. Zoé, est-ce que sur la partie une accorderie coûte pas cher et produit beaucoup, et pour autant les budgets ne sont pas si faciles à équilibrer, je crois, au niveau des accorderies. En tout cas, ça dépend des territoires. Oui, alors c'est pas qu'au niveau des accorderies en fait, ça c'est important de se le dire, c'est au niveau des associations et de tout acteur de l'action sociale actuellement, c'est qu'on a une vraie difficulté effectivement à trouver des ressources et à rendre pérennes des ressources. Et après, dans la crise économique actuelle, il y a très peu de ressources en fait qui sont pérennes à long terme. Donc ça c'est important de se le dire. Je pense que les accorderies aussi fonctionnent sur l'utilité sociale. Et qui dit utilité sociale dit partenariat avec les collectivités publiques. Ils sont là effectivement pour faire une partie de redistribution et d'appuyer les acteurs de l'action sociale qui ne sont pas rentables ou en tout cas pas lucratifs. Et donc là, très clairement, quand les accorderies se sont créées et notamment quand elles se sont implantées en France, il y a eu quelque chose qui était très important, qui était de dire, nous, les collectivités publiques, elles font partie de la viabilité des accorderies à long terme sur les territoires et sur le territoire français.
Et si on n'arrive pas à convaincre les collectivités publiques de l'intérêt des accorderies, et si les collectivités publiques ne sont pas convaincues, eh bien, effectivement, ce sera très difficile de les pérenniser sur les territoires. Ce qui n'était pas le cas au Québec, parce qu'au Québec, il y a eu beaucoup de fondations privées qui étaient sur le chevet des accorderies, et dans un premier temps, ils n'en ont pas eu besoin. Donc ça, c'est important à se dire. Et que, effectivement, comme dans tout le milieu associatif, on a une vraie difficulté à pérenniser les ressources. Sur la question de concurrence, là aussi, alors il y avait la dernière diapo, effectivement, du diaporama qui montrait la complémentarité avec des acteurs. Je pense qu'on a une vraie réflexion à faire dans le secteur de l'économie sociale et solidaire sur la complémentarité des acteurs et sur défendre une autre façon de coopérer, une autre façon de construire ce secteur, quitte à le proposer parfois aux acteurs publics qui sont dépassés par leur propre évolution, parce qu'eux, ils sont en pleine évolution, raréfication des ressources aussi, et que là, on a besoin de se pencher tous ensemble autour de la table pour essayer de trouver une autre façon de viabiliser le système, on va dire. Voilà. Donc, c'est plus une invitation, c'est un défi quotidien pour les accorderies, pour le réseau, très clairement, le modèle économique. Ce n'est pas notre priorité, parce que la priorité, c'est l'humain. Donc, on aimerait bien passer plus de temps sur les liens humains, mais en même temps, c'est intéressant de s'y pencher. Ok. Alors, c'est les questions qui insistent beaucoup sur la question, sur l'approche budgétaire. Je crois qu'il y a des Canadiens avec nous aujourd'hui. C'est une question qui est posée après. 14 personnes ont dit, mais c'est intéressant. C'est est-ce que le Canada, sous-entendu, est-ce que l'État canadien soutient davantage les accorderies que l'État français? Et Zoé a un petit peu répondu en disant, mais a priori, il y a des financements privés, mais on pourrait avoir un petit éclairage de nos amis canadiens en 1 minute ou 2. Alors, est-ce que les Québécois peuvent prendre la parole? Oui! Bienvenue les Québécois. Ben oui, tant qu'à être là. En fait, c'est vrai, Zoé, ce qu'elle disait, on a été accompagnés au début. Moi, je m'appelle Nadia, je suis directrice au réseau Accorderie au Québec. Donc, les fondations ont vraiment accompagné toutes les organisations au départ dans les fondations des accorderies. La première qui était l'Accorderie de Québec. Puis ensuite, quand le réseau a été créé, on a plusieurs qui ont été créés en même temps avec le financement direct là, de fondations. Mais ce n'est plus le cas. Donc, on se reconnaît beaucoup là, dans ce que vous venez d'exposer. En fait, on essaie de travailler tant avec le gouvernement qu'avec les organisations philanthropiques, mais on vit les mêmes défis de ce que j'entends que vous au niveau du financement. C'est dur. En fait, les gens reconnaissent l'utilité et les bienfaits de la mission des accorderies, mais le financement à la mission, le financement périn, est vraiment pas du tout gagné actuellement au Québec non plus. Oui. La quatrième grande question, c'est la question du statut. Un nouveau statut apparaît, COP-ASSO, comment mieux travailler l'approche fin du bénévolat et gouvernance plus horizontale, porte ouverte au pouvoir d'agir. Donc, il y avait une question largement plébiscitée, c'est la première. Et puis, il y en avait une autre qui allait un peu dans le même sens, c'est une gouvernance verticale n'est-elle pas un frein à ce constat de système hybride COP-ASSO? Voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre celle-là en tout cas, mais comment mieux travailler l'approche fin du bénévolat, gouvernance plus horizontale, porte ouverte au pouvoir d'agir? Pareil, Zoé, Philippe ou Pierre. Vas-y Zoé, tu as la parole. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est très important, c'est que la loi de l'association, loi 1901, est d'une très très grande liberté. C'est-à-dire que la loi 1901 qui régit les associations en France dit effectivement, à partir de 2 personnes, on considère que vous pouvez monter une association. Ensuite, on peut inventer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'elle n'oblige pas qu'il y ait un président, elle n'oblige pas un trésorier, elle n'oblige pas une gouvernance verticale, tout au contraire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant de dire qu'en association coopérative, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses qu'en allant chercher le statut coopératif juridique en France, qui est beaucoup plus contraint finalement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment la loi 1901 et le statut associatif nous permet d'imaginer énormément de choses. Et c'est ce qu'on vit avec les accorderies actuellement, c'est qu'au travers de leur statut associatif, elles sont en capacité d'inventer des nouvelles façons de coopérer et de faire gouvernance. Pierre, peut-être quelque chose à rajouter? Oui, enfin, je partage totalement votre avis. Je
Je pense qu'on est dans une logique d'association coopérative, c'est-à-dire une association qui fournit des services par et pour ses membres dans un modèle économique particulier. Il y a quelques problèmes juridiques, c'est-à-dire qu'il faut une personnalité morale, donc on n'a rien d'autre que le modèle associatif, la forme associative. Il faut pouvoir ouvrir un compte bancaire, etc. Bon, des choses très, très concrètes. Après, le fonctionnement, je crois qu'il n'y a aucune, il n'y a pas d'obstacle. Hein. On réduit au strict minimum la dimension verticale, enfin c'est la tendance, à mon sens, hein, vers laquelle il faut aller, et puis on pratique l'horizontalité. Après, il y a plein de choses, par exemple, les élections pour les responsabilités tournantes, l'élection sans candidat, il y a plein de formules comme ça qui permettent un brassage et un partage des responsabilités. Je pense que ce qu'on a vu, en tous les cas, dans les 6 accorderies, même si c'est à des degrés très divers, bien entendu, c'est que la dynamique vers ça est là. Et c'est vrai que ça fait un modèle un peu original, en tout cas dans le monde associatif, oui, c'est un peu original, mais c'est bien. Ok. De façon complémentaire, toujours, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions sur on va dire l'organisation, la gouvernance. Il y en a une aussi qui est gouvernance ou organisation, pour parler, sortir du mot d'une entreprise. C'est quoi les freins à l'horizontalité? Est-ce que vous avez vu des choses là-dessus? Pardon. A priori, les freins, c'est que ça demande beaucoup d'engagement, ça demande qu'un nombre croissant d'accordeurs acceptent de prendre des responsabilités. Ce n'est pas toujours facile, donc ça demande un temps d'apprentissage. Mais c'est moins un frein enfin, il y a des freins, oui, mais c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui n'a pas forcément d'équivalent, donc c'est difficile de se référer à un quelconque modèle. Et je pense qu'il faut des apprentissages, c'est-à-dire qu'il faut accompagner ce mouvement. Je crois d'ailleurs que le réseau le fait, hein, d'accompagner le mouvement sur l'organisation, la gouvernance, former les accordeurs, dédramatiser la prise de responsabilité, c'est-à-dire voilà, montrer que ça ne demande pas des capacités extraordinaires, que chacun peut à son niveau en prendre, aller avec des paliers, faire d'abord des commissions, partager les responsabilités, essayer de les partager au maximum pour qu'à la fois elles soient moins lourdes, chacune de ces responsabilités, et plus facilement accessibles à un plus grand nombre d'accordeurs. Je crois que ce n'est pas très très compliqué, ça requiert de l'apprentissage, du temps et de la ténacité. Oui, il y a quelque chose qui est très important que les Québécois nous ont insufflé en exportant le modèle accorderie, c'est la question du droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en France, il y a quelque chose de quand on est autour de la table, il faut être sérieux, expert de la situation, il faut parler correctement. Et du coup, ça donne une certaine appréhension, en fait, à prendre une partie du pouvoir, à s'investir sur les tables de réunion, etc. Et dans les erreurs, on dit vraiment non, en fait. Dans les accorderies, il y a vraiment cette possibilité d'erreur, de s'investir dans quelque chose où on va se tromper, où on va faire demi-tour. Il y a vraiment des gens qui apprennent ça, qui petit à petit, et ça c'est très, très important qu'on puisse le dire. C'est-à-dire qu'avant tout, en fait, il faut permettre l'essai, il faut permettre le jeu, il faut permettre de tester les choses. Et petit à petit, il y a des gens qui vont se trouver, il y a des gens qui vont dire bah non, finalement, c'est pas fait pour moi. Et ça va permettre effectivement de construire cette gouvernance partagée. Okay. Et ceux qui n'ont de pouvoir ne voient pas ceux qui savent l'exercer. Au contraire. Sur ça, oui, je veux juste ajouter sur ce que vient de dire Zoé, que je partage totalement et que je trouve passionnant, c'est que justement, contrairement à l'image un peu sépia qu'on aurait de l'organisation d'une association très pyramidale encore aujourd'hui, ce qui est une réalité certaine pour bon nombre d'entre elles. Je pense que ce qui est intéressant dans la gouvernance, ou en tout cas ce qui se réfléchit dans la gouvernance des accorderies, c'est justement cette capacité à s'autoriser d'essayer et de faire confiance. Enfin, ce terme de confiance, de mémoire, il apparaît plusieurs fois également dans les témoignages et dans l'étude, et il me paraît franchement fondamental parce que permettre à l'ensemble des accordeurs, quelle que soit leur expérience associative ou compétences administratives ou autres, d'être partie prenante de la gouvernance, c'est quelque chose qui est essentiel, à mon avis, dans la vie d'une accorderie. Et c'est ce qui permet aussi, comme le dit l'étude,
d'arriver finalement à une évaluation qui les décrit comme des objets sociaux non identifiés. Ça, je trouve cette remarque assez intéressante parce que derrière ce terme-là, il y a aussi justement ce qu'elle s'autorise en termes de gouvernance en dehors des sentiers battus. Merci. Et qui par ailleurs répond évidemment totalement à la volonté de développement du pouvoir d'agir. Enfin, à nouveau, on boucle la boucle sur cette question essentielle. Ok. Merci à vous. Je vais vous poser une dernière question et vous aurez juste 2 minutes pour y répondre parce qu'après on va clore. Encore une fois, l'objet de cet après-midi, c'était de s'offrir un temps d'étude, de prendre de la hauteur par rapport à vos accorderies ou de présenter et parler des accorderies à un certain nombre de partenaires. C'est rare et c'est précieux des moments comme cela. C'est pas, encore une fois, c'est pas habituel. Et dans un deuxième temps, cet après-midi, les représentants des accorderies auront la possibilité de pouvoir se situer par rapport à cette étude. Il y a une dernière question, mais vraiment, je vais vous demander d'être très court, Zoé, Pierre et Philippe. C'est, avez-vous évalué les difficultés pour atteindre des potentiels accordeurs qui en auraient le plus besoin? Et question qui est liée, est-ce que vous avez identifié des difficultés et des pistes de progrès pour y répondre? Est-ce que vous avez évalué les difficultés pour atteindre les potentiels accordeurs qui en avaient le plus besoin? Et je vous demande une réponse courte. Le temps. Le temps. C'est important d'avoir le temps que les gens nous approchent et qu'on les approche comme le petit prince et le renard. Et ça, c'est un lien avec le modèle économique, c'est que quand à un moment on est pressé pour aller chercher des sous et devoir viabiliser la structure, et ben, on a plus de difficultés à prendre le temps. Merci. Et Zoé. c'est ce temps-là qui permet de toucher et de concerner ces personnes-là. Ok. Pierre, par rapport à cette question. On n'a pas évalué cela. Il y a des éléments qui ont surgi dans les discussions, notamment avec celles et ceux qui avaient plutôt des responsabilités, mais des éléments très parcellaires. Et l'évaluation n'a pas porté sur les politiques de développement des accorderies. C'est un autre sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on évalue, on ne peut pas tout évaluer. C'est impossible, sinon on y sera encore. Et au bout de 3-4 ans, on aurait des réponses, mais on aurait oublié la question. Et donc, on n'a pas tout évalué. Ça reste une question ouverte, politique de développement, ce qui c'est à voir au niveau du réseau et de la confrontation de vos pratiques. Merci. Philippe, est-ce que tu voulais réagir sur cette question-là en quelques mots? Juste 2 mots pour dire que je pense par rapport à cette question que l'ancrage dans les territoires, qui est quelque chose d'essentiel pour les accorderies, à mon avis, est une forme de réponse. Mais comme l'a dit Zoé, ça nécessite du temps. Ce n'est pas parce qu'on est ancré dans un quartier que du jour au lendemain, on connaît tout le monde. Donc, je pense que là-dessus, effectivement, la question du temps, elle est primordiale, ainsi une fois de plus que celle de la confiance. C'est-à-dire que tisser des liens, y compris sur un petit territoire, ça nécessite du temps et de la confiance. Ok, ben voilà, c'est le petit mot de la fin, du temps et de la confiance. Infiniment merci à tous les trois d'avoir répondu. Bravo pour la qualité de votre travail. Joël, je te laisse, Joël Grosjean, je te laisse boucler cette séquence et on vous dit juste après ce qui va se passer. À toi, Joël. Ben, écoute, je vais faire écho à tes derniers propos. Un très grand merci à Pierre, à Philippe, à Zoé pour la restitution et l'éclairage au travers des réponses apportées. Merci aussi aux petites mains invisibles, mais qui ont permis la qualité de cette première séquence. C'est une restitution qui est claire, qui est tout à fait passionnante et qui demanderait un peu plus de temps encore pour apporter des réponses et rebondir aux réponses et aux questions. Le nombre et la richesse des questions et les petits coups de... Je suis d'accord avec, jusqu'à 30 personnes, plus de 30 personnes qui ont soutenu telle ou telle question, attestent de votre intérêt pour ce travail et attestent également de notre curiosité sur ce modèle, sur cette réalité des accorderies maintenant qui vont avoir 10 ans. Nous voici donc arrivés au terme de cette première séquence de ces rencontres nationales. Merci à nos amis québécois, merci à nos amis français, à nos partenaires qui avaient pris le temps de cette immersion dans notre monde et qui vont nous quitter. Sachez que nous poursuivons nos travaux aujourd'hui jusqu'à 18 h et demain sur toute la matinée
avec les équipes mandatées par les accorderies pour un travail d'approfondissement, de déclinaison de cette étude au sein de nos territoires. Nous espérons que cela est plus clair pour vous tous. D'ici quelques temps, nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler de vive voix. On a vraiment besoin de se retrouver en physique aussi, de sortir un peu de Zoom, même si la technique est particulièrement utile pour converser comme on vient de le faire. Vous pourrez retrouver la synthèse de ce travail que nous vous ferons suivre par courriel. On a aussi évoqué de l'étude intégrale pour ceux qui seraient intéressés. N'oubliez pas pour cela de nous laisser vos coordonnées. On l'a évoqué en début de séquence pour qu'on puisse vous faire suivre des choses. N'hésitez pas également d'aller sur notre site www.accorderie.fr pour suivre notre actualité, mais également pour éventuellement reprendre contact avec nous, puisqu'il y a un espace contact qui est à votre disposition. Nous vous disons donc au revoir, chers amis, chers partenaires et chers accordeurs qui ne restez pas pour la suite. Seuls donc ceux qui sont mandatés par les accorderies, vous restez avec nous. Vous vous êtes inscrits et vous restez avec nous. Certains des accordeurs reviendront samedi matin, puisque là, il y a aussi une séquence ouverte avec eux. Dans un instant, je vais repasser la parole pour la suite des événements et les quelques consignes à cette heure-ci. Merci encore et bravo.